Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'un des concepts les plus importants de la théorie des jeux et de la microéconomie, le dilemme du prisonnier. Bon, ce concept vous permettra de comprendre pourquoi les acteurs économiques rationnels n'arrivent pas toujours à coopérer, même quand en fait la coopération serait meilleure pour tous. Je vais vous présenter une situation concrète et puis nous allons analyser ensemble les décisions rationnelles de chaque acteur. Alors, imaginons deux commerçants marocains, Amine et Bilal. Bon, ils possèdent deux boutiques voisines dans le même souk et ils vendent exactement le même type de produits artisanaux. Leurs boutiques sont proches, donc ils partagent pratiquement la même clientèle. Actuellement, les deux maintiennent des prix similaires et chacun réalise un profit mensuel de 8000 dirhams. Retenez bien ce chiffre, 8000 dirhams par mois pour chacun. Voilà, c'est leur situation actuelle, stable. Maintenant, chacun de ces commerçants doit prendre une décision stratégique. Alors, ils ont chacun deux options possibles. La première option, c'est de maintenir leur prix actuel. Bon, c'est une forme de coopération implicite, d'accord ? La deuxième option, c'est de baisser leur prix de manière agressive pour attirer plus de clients. Donc là, c'est une stratégie de concurrence. Attention, un point important ici. Quand je parle de coopération, je ne veux pas dire qu'ils ont signé un accord ou qu'ils se sont parlé. Non, c'est une coopération tacite, implicite. Les deux maintiennent simplement des prix similaires sans s'être concertés. C'est crucial de comprendre ça. Le point crucial, c'est qu'Amine et Bilal doivent prendre cette décision indépendamment, sans se concerter. Chacun ignore ce que l'autre va choisir. Bon. Analysons maintenant toutes les combinaisons possibles et leurs conséquences en termes de profit. Commençons par le premier scénario. Que se passe-t-il si les deux décident de maintenir leur prix ? Dans ce cas, si Amine maintient ses prix et que Bilal maintient aussi ses prix, alors la situation reste stable. Amine gagne 8000 dirhams, Bilal gagne 8000 dirhams. Chacun conserve sa part de marché. Notez bien, 8000 pour Amine, 8000 pour Bilal. Simple, non ? Passons maintenant au deuxième scénario. Imaginons qu'Amine décide de baisser ses prix, mais que Bilal maintient les siens. Dans ce cas, Amine attire massivement la clientèle grâce à ses prix plus bas. Il réalise un profit de 12 000 dirhams. Par contre, Bilal perd beaucoup de clients et son profit chute à seulement 3 000 dirhams. Récapitulons, 12 000 pour Amine, 3 000 pour Bilal. Le troisième scénario, c'est exactement l'inverse. Que se passe-t-il si Bilal baisse ses prix mais qu'Amine maintient les siens ? Cette fois, c'est Bilal qui attire tous les clients. Il gagne 12 000 dirhams. Et Amine, qui a gardé des prix élevés, ne gagne que 3 000 dirhams. Donc voilà, 3 000 pour Amine, 12 000 pour Bilal. Enfin, le quatrième et dernier scénario, que se passe-t-il si les deux baissent leurs prix simultanément ? Alors là, quand les deux font une guerre de prix, ils se partagent toujours le marché de manière égale, mais avec des marges bénéficiaires réduites à cause des prix bas. Résultat, chacun gagne 5000 dirhams. Amine, 5000 dirhams, Bilal, 5000 dirhams. Bon, prenez un moment pour visualiser mentalement ces quatre situations. Je vais les récapituler rapidement pour que ce soit bien clair. Dans le premier cas, si les deux maintiennent leur prix, ils gagnent 8000 chacun. Dans le deuxième cas, si Amine baisse seul, il gagne 12 000 et Bilal 3 000. Dans le troisième cas, si Bilal baisse seul, il gagne 12 000 et Amine 3 000. Et dans le quatrième cas, si les deux baissent, ils gagnent 5 000 chacun. D'accord ? Maintenant, posons-nous la question suivante. Quelle situation est la meilleure pour les deux commerçants ensemble ? Alors, si on additionne les profits, la situation optimale est clairement celle où les deux maintiennent leur prix. 8000 plus 8000 égale 16 000 dirhams de profit total. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'optimum global ou l'optimum collectif. Pourtant, nous allons voir que cette situation optimale est en fait très difficile à atteindre, même pour des acteurs rationnels. Bon, mettons-nous maintenant dans la tête d'Amine. Il doit prendre sa décision sans savoir ce que Bilal va faire. Donc, il va raisonner en examinant tous les cas possibles. Amine se dit « Bon, je ne sais pas si Bilal va maintenir ses prix ou les baisser. Alors, analysons les deux possibilités. Examinons d'abord la première hypothèse. Supposons que Bilal décide de maintenir ses prix. Dans ce cas, si Amine maintient aussi, il gagne 8000 dirhams. Mais s'il baisse ses prix, il gagne 12 000 dirhams. 12 000, c'est évidemment mieux que 8 000, non ? Donc, si Bilal maintient ses prix, l'intérêt d'Amine est de baisser. Regardons maintenant la deuxième hypothèse. Supposons que Bilal décide de baisser ses prix.
si Amin maintient ses prix face à un concurrent qui baisse, il ne gagne que 3000 dirhams. Mais s'il baisse aussi ses prix, il gagne 5000 dirhams. 5000, c'est mieux que 3000. Donc, si Bilal baisse ses prix, l'intérêt d'Amin est aussi de baisser. Alors voilà la conclusion du raisonnement d'Amin. Quelle que soit la décision de Bilal, qu'il maintienne ou qu'il baisse, la meilleure réponse d'Amin est toujours de baisser ses prix. En théorie des jeux, on dit que baisser les prix est une stratégie dominante pour Amin. Bon, avant de continuer, réfléchissez. Si vous étiez à la place d'Amin, que choisiriez-vous? Maintenir vos prix ou les baisser? Alors, le raisonnement de Bilal est parfaitement symétrique. Écoutons son analyse. Bilal se dit « Bon, si Amin maintient ses prix, je peux gagner 8000 en maintenant aussi ou 12 000 en baissant. Donc, mieux vaut baisser. » Il continue. « Si Amin baisse ses prix, je peux gagner 3000 en maintenant ou 5000 en baissant. Donc, voilà, mieux vaut baisser. » La conclusion de Bilal est la suivante. Lui aussi arrive à la conclusion que sa meilleure stratégie, quelle que soit la décision d'Amin, est de baisser ses prix. Bon, nous arrivons donc à une situation où les deux commerçants, en raisonnant de manière rationnelle et indépendante, vont tous les deux choisir de baisser leur prix. Le résultat ? Eh bien, ils gagnent chacun 5000 dirhams au lieu des 8000 dirhams qu'ils auraient pu gagner en maintenant tous les deux leur prix. Faites attention ici, beaucoup d'étudiants pensent que ces commerçants sont stupides ou irrationnels. Non, au contraire, ils sont parfaitement rationnels. Chacun fait le meilleur choix possible compte tenu de ce qu'il sait. Le problème, ce n'est pas un manque de rationalité, c'est l'absence de coordination et de confiance, nuance importante. Cette situation où chaque acteur choisit la meilleure réponse possible compte tenu de la décision de l'autre s'appelle un équilibre de Nash. Alors, c'est un concept fondamental que vous allez étudier en détail dans vos cours de microéconomie et de théorie des jeux. L'équilibre de Nash porte le nom du mathématicien américain John Nash qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1994 pour ses travaux sur la théorie des jeux. Alors, pourquoi dit-on que cette situation d'équilibre est stable ? Parce qu'une fois que les deux commerçants sont dans la situation où tous les deux ont baissé leur prix, aucun des deux n'a intérêt à changer unilatéralement sa décision. Si Amin est le seul à décider de remonter ses prix, pendant que Bilal garde des prix bas, son profit passerait de 5000 à 3000 dirhams. C'est pire, donc il ne le fera pas. Le même raisonnement s'applique pour Bilal. S'il remonte seul ses prix, il passe de 5000 à 3000 dirhams. Voilà, c'est une mauvaise décision. Donc même si cette situation n'est pas optimale pour le collectif, elle est stable. Personne n'a individuellement intérêt à en sortir. Bon, pause. Réfléchissez à ceci. Pourquoi est-il si difficile pour Amin et Bilal d'arriver à la situation optimale où ils gagneraient tous les deux 8000 dirhams ? Alors, à l'inverse, la situation optimale où les deux maintiennent leur prix et gagnent 8000 dirhams chacun est instable. Pourquoi ? Eh bien parce que si Amin pense que Bilal va maintenir ses prix, il a une énorme tentation de, tricher, de dévier et de baisser ses prix pour gagner 12 000 au lieu de 8 000. Bilal a exactement la même tentation, bien sûr. Donc, sans mécanisme de coordination, sans contrat, sans confiance, il est très difficile de maintenir cette situation optimale. Les deux acteurs rationnels vont naturellement glisser vers l'équilibre de Nash, qui est malheureusement sous-optimal. Et c'est précisément cela le dilemme du prisonnier. Vous voyez, c'est une situation où la rationalité individuelle conduit à un résultat collectif sous-optimal. Attention à une erreur fréquente. Ce résultat ne signifie pas que l'optimum de Nash est mauvais en soi. Non, l'équilibre de Nash décrit simplement ce qui va se passer, pas ce qui devrait se passer. C'est un outil descriptif, pas normatif. Ne confondez pas les deux. Chaque acteur fait le meilleur choix pour lui-même, compte tenu de ce qu'il anticipe de l'autre, mais le résultat final est pire pour tous les deux que s'ils avaient pu coopérer. À mon avis, c'est l'une des découvertes les plus profondes de l'économie moderne. Ça remet en question l'idée simpliste que la poursuite de l'intérêt personnel mène toujours au bien commun. Quand j'étais étudiant, comme vous, ce concept a vraiment changé ma façon de voir les interactions économiques. Bon, ce modèle, bien qu'il soit très simple, explique énormément de situations économiques réelles que vous pouvez observer au Maroc et ailleurs. Prenons un premier exemple avec les guerres de prix entre entreprises concurrentes. Par exemple, quand Marjan et Carrefour se font concurrence sur les prix, ils peuvent tous les deux finir avec des marges réduites, alors qu'en fait, ils gagneraient plus en maintenant des prix plus élevés. Deuxième exemple, les cartels, comme l'OPEP.
Pourquoi les pays producteurs de pétrole essayent-ils de se coordonner? Eh bien, parce qu'ils savent que sans coordination, chacun a intérêt à augmenter sa production, ce qui fait baisser les prix et réduit les profits de tous. Un point important ici. Certains pensent que tout cartel est une solution au dilemme du prisonnier, et donc que les cartels sont toujours bénéfiques. Faux. Les cartels résolvent le dilemme pour les membres du cartel, mais souvent au détriment des consommateurs qui payent des prix plus élevés. Il faut toujours se demander, optimal pour qui? Troisième exemple, la course à la publicité. Deux marques concurrentes dépensent énormément en publicité. Si les deux arrêtaient, elles garderaient leur part de marché et économiseraient l'argent de la publicité. Mais voilà, chacune a peur que l'autre continue seule et gagne des parts de marché. Quatrième et dernier exemple, les problèmes environnementaux. Chaque pays a intérêt à polluer pour développer son économie, même si collectivement, tous les pays seraient mieux avec moins de pollution. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Pouvez-vous identifier d'autres situations dans l'économie marocaine ou dans votre vie quotidienne où ce dilemme se manifeste? Vous savez, je pense qu'on voit ce dilemme partout une fois qu'on commence à le chercher. Même dans votre vie étudiante, pensez aux travaux de groupe où personne ne veut faire le premier pas de peur que les autres ne contribuent pas. C'est exactement le même mécanisme. Alors, existe-t-il des solutions à ce dilemme? Oui, en fait, plusieurs mécanismes permettent d'échapper à l'équilibre de Nash sous-optimal. La première solution, c'est la répétition du jeu. Si Amine et Bilal interagissent de manière répétée dans le temps, ils peuvent développer des stratégies de coopération conditionnelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jeux répétés en théorie des jeux. Maintenant, attention, répétition ne veut pas dire automatiquement coopération. Il faut que le jeu soit répété un nombre infini de fois, ou du moins que les acteurs ne sachent pas quand ça va se terminer. Si les deux savent que c'est la dernière interaction, le dilemme réapparaît. C'est ce qu'on appelle le problème de la dernière période. La deuxième solution, ce sont les contrats et la réglementation. Un accord légal empêchant les guerres de prix peut forcer la coopération. Attention cependant, dans certains cas, ces accords sont illégaux parce qu'ils constituent des ententes anticoncurrentielles. La troisième solution repose sur la communication et la confiance. Si les acteurs peuvent communiquer et se faire confiance, ils peuvent maintenir la coopération même sans contrat formel. Enfin, la quatrième solution, ce sont les mécanismes de punition. Si les acteurs peuvent punir celui qui dévie, la coopération devient plus attractive. Question finale. Selon vous, quelle solution serait la plus efficace pour Amine et Bilal et pourquoi certaines solutions pourraient-elles être difficiles à mettre en œuvre dans la pratique? Le dilemme du prisonnier est donc bien plus qu'un simple exercice théorique. C'est un outil conceptuel puissant pour comprendre les interactions stratégiques dans les marchés, dans les négociations internationales, dans la gestion des ressources communes. Dans vos cours de microéconomie, vous allez approfondir ce concept avec des formalisations mathématiques plus rigoureuses. Vous étudierez les fonctions de réaction, les équilibres multiples, les jeux dynamiques, mais retenez l'intuition fondamentale. La rationalité individuelle ne garantit pas l'optimalité collective. Voilà, c'est l'un des échecs de marché les plus importants en économie et c'est pourquoi les institutions, la réglementation et les mécanismes de coordination sont essentiels dans une économie moderne. Merci de votre attention.